Ça y est, il est de nouveau possible de s'abonner à ChatGPT+, des rumeurs d'une sortie imminente de GPT 4.5 qui serait encore plus multimodal, le nouveau robot d'Elon Musk qui fait assez flipper, et enfin, en dernière partie de vidéo, eh bien, on parlera de l'AI Act, la réglementation européenne sur l'intelligence artificielle qui va avoir des impacts majeurs sur les acteurs de l'IA en France, dans le monde, mais aussi sur nous en tant qu'utilisateurs, et je vais décrypter pour ça. La grosse inconnue de cette vidéo, c'est dans quel état je vais arriver à la fin, puisqu'on a beaucoup de choses à voir, et je suis grippé comme jamais depuis samedi maintenant. J'ai été cloué au lit H24 depuis ma vidéo sur Grok AI, l'intelligence artificielle d'Elon Musk que j'ai publiée sur la chaîne. Donc c'est la raison pour laquelle vous ne m'avez pas vu pendant quelques jours juste ici. Vous avez été nombreux à vous demander ce qui se passait de mon côté, donc voilà, vous avez la réponse. Merci pour vos messages, ça m'a fait plaisir de lire ça au fond de mon lit. Voilà pour cette introduction un peu plus longue qu'à l'accoutumée. Je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet, et donc la première news que j'ai vue passer ce matin, puisque dans mon lit j'avais rien vu du tout, mais ça fait 2 jours déjà que c'est officiel, donc peut-être que vous avez déjà l'info, mais il est d'ores et déjà possible de s'abonner à ChatGPT+, donc pour avoir GPT-4 et notamment la fonctionnalité des GPTs que j'aborde régulièrement sur la chaîne dans les tutos qui s'affichent à l'écran et qui seront en lien dans la description. Comme vous le voyez sur le tweet que vous avez sous les yeux, donc Sam Altman a officialisé du coup le retour des abonnements à ChatGPT+, avec un petit sapin de Noël pour l'occasion, mais surtout ce qu'il explique en fin de tweet, c'est qu'il remercie les utilisateurs pour leur patience pendant qu'ils recherchaient plus de GPU, donc c'est bien pour des questions de ressources que l'abonnement à ChatGPT+ était suspendu, c'était assez évident, et c'est ce qui explique, selon moi en partie, la raison pour laquelle Sam Altman avait été débarqué d'OpenAI avant de revenir. J'avais fait une vidéo sur l'affaire Sam Altman qui là aussi s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, dans laquelle on évoquait typiquement ce scénario. À la seule différence près que, selon moi, le retour de l'abonnement à ChatGPT+ interviendrait plutôt après les fêtes de fin d'année, et donc là Sam Altman a voulu jouer au Père Noël, et c'est tant mieux vu les centaines de messages que j'ai reçus de votre part me demandant si j'avais des infos sur la reprise de l'abonnement de ChatGPT+. Et bien voilà, j'espère que vous êtes heureux, profitez-en, peut-être que ce sera suspendu un tout petit peu plus tard, donc voilà, allez-y pendant que c'est possible, si vous en avez bien entendu l'utilité. Ce qui me permet de faire une transition assez intéressante sur le tweet que vous avez sous les yeux. En fait, la personne que vous avez ici, Rob Lynch, a mené une expérience assez intéressante sur l'API GPT-4 Turbo, donc pas sur ChatGPT, mais sur l'API directement. Et donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a configuré son API GPT-4 Turbo pour lui laisser penser que nous étions dans le scénario numéro 1 en mai et dans le scénario numéro 2 en décembre. Et ce qu'il a constaté, c'est qu'en fait, GPT-4 Turbo était plus feignant quand il pensait qu'on était en décembre plutôt qu'en mai, et vous le voyez ici avec le nombre de caractères dans les réponses qu'il obtenait avec son API selon les types de configuration. Pour mai, il obtenait un niveau de réponse de 4298 caractères contre 4086 seulement pour une configuration sur décembre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que cela explique pourquoi beaucoup d'entre vous se plaignent aussi en commentaire sous mes vidéos que GPT-4, eh bien, il est moins performant, et surtout il va moins en profondeur dans ses réponses actuellement. Peut-être que voilà, nous avons ici un élément de réponse. Je vous partagerai bien entendu les liens des sources en description. Vous pourrez regarder ça un petit peu en détail. C'est assez intéressant cette expérience, et je souhaitais vous la partager juste ici. L'autre chose maintenant que je voulais voir avec vous, eh bien, c'est une rumeur qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières heures. C'est qu'a priori OpenAI sortirait très prochainement son modèle GPT 4.5. Donc nous avons sous les yeux un tweet de Daniel
Daniel Nguyen qui reprend une capture d'écran de la page pricing d'OpenAI qu'on va aller voir juste après, dans laquelle vous le voyez ici, on explique que GPT 4.5, bien ce serait le modèle le plus avancé d'OpenAI qui apporterait le multimodal, les capacités multimodales à un autre niveau, notamment au travers du langage, de l'audio, de la vision et de la vidéo, du 3D aussi notamment est présenté juste ici, et vous avez des tarifs pour les tokens, puisqu'on parle ici de l'API GPT 4.5, de ce qui pourrait être l'API GPT 4.5, mais voilà, cette information, elle est bidon totalement, et pourtant elle a été relayée par de nombreux médias, et elle a vraiment buzzé, puisque GPT 4.5, pendant un moment, était en trending topic sur Twitter, donc voilà, mais en fait, ce qui se passe, c'est vraiment quelque chose que vous devez avoir en tête, c'est qu'il est assez facile de trafiquer une page internet comme celle que vous avez sous les yeux, donc la page pricing d'OpenAI, vous le voyez juste ici, et donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en faisant un simple clic droit dans votre navigateur et en cliquant sur inspecter juste ici, vous ouvrirez une fenêtre qui ressemble à celle que vous avez sous les yeux. Si vous n'êtes pas familier du tout avec l'informatique, que vous n'êtes pas à l'aise avec ne serait-ce qu'un minimum de code, ça peut être compliqué pour vous de réaliser cette manip, mais en fait elle est très simple. Vous allez tout simplement pouvoir modifier ici, par exemple je vais mettre GPT 4.5 et vous allez voir à la place de GPT-4 Turbo sur l'écran, eh bien va apparaître GPT 4.5, et je peux ensuite modifier le texte qui est ici, modifier ensuite les modèles qui sont en dessous, ajouter une ligne, bref je peux modifier une page web, et forcément quand je vais fermer les choses juste ici, eh bien je fais ma capture d'écran, je la partage dans un tweet comme ce qui est fait juste ici, et puis du coup je peux leaker une information, faire fuir une information et récupérer un peu d'engagement sur les réseaux sociaux, mais voilà, c'est totalement fake. Donc voilà, faites attention quand vous voyez passer des news sur les réseaux sociaux, pensez à recouper les informations. Dans tous les cas, si GPT 4.5 est annoncé et qu'il sort, bien entendu, je serai sans doute le premier à en parler sur YouTube, et surtout je vous ferai un test complet, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Pour en finir avec cette rumeur de GPT 4.5, je suis allé sur le compte de Sam Altman, et sur le tweet que vous avez sous les yeux, eh bien, il y a une personne, Nicolas Dunzelman, comme vous le voyez juste ici, qui lui a demandé si ce leak était légitime ou pas de GPT 4.5, et Sam Altman répond tout simplement non. Donc voilà, la rumeur est close de ce côté-là. On fait un petit tour sur la chaîne puisqu'on arrive en fin d'année, et ça a été vraiment une année incroyable pour nous, puisque nous sommes arrivés à plus de 66 000 abonnés sur la chaîne. On était à même pas 5 000 début janvier. J'ai publié plus de 150 vidéos sur l'intelligence artificielle cette année. C'est un rythme de 3 vidéos en moyenne par semaine, et c'est sans doute la raison pour laquelle vous êtes quelques-uns à m'avoir envoyé un message en me disant bah, qu'est-ce qui se passe Ludo, ça fait 5-6 jours qu'on n'a pas de vidéo, ça nous manque. Donc voilà, je vous ai bien habitué de ce côté-là, et ça me fait plaisir de vous avoir partagé autant de contenu. Et vous le voyez ici, on est à 3 600 000 vues sur la chaîne. Faut tout simplement vous dire qu'avant 2023, j'étais à 150 000 vues sur YouTube parce que je partageais très peu, donc on a fait plus de 3 500 000 vues sur l'intelligence artificielle en 2023. Donc tout ça, c'est grâce à vous. Ça promet une année 2024 incroyable, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Moi, ça va me soutenir et ça va me permettre aussi d'avoir plus de poids auprès des acteurs de l'IA pour pouvoir tester en avant-première certaines fonctionnalités, donc c'est tout bénef. Et puis en plus, bah voilà, on est en train de construire une communauté IA ensemble qui a vraiment de la gueule. Les échanges qu'on a en commentaire sont toujours bienveillants, constructifs, c'est très intéressant de les suivre et d'y participer, donc merci à vous. Ce qui s'est passé cette année, c'est incroyable. Je finis totalement rincé, totalement sur les rotules, et je vais bien entendu prendre quelques jours pour les fêtes de fin d'année, et je reviendrai en grande forme début 2024 avec de grosses surprises, vous allez voir. Merci encore, et on passe à la suite de la vidéo, et notamment la grosse information que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Eh bien, c'est la sortie du nouveau robot de Tesla, le Tesla Optimus génération 2. Donc vous avez vu, il avait déjà sorti le génération
version 1 en mars 2023 et ça va me permettre du coup de vous parler un petit peu de la transition IA qu'on va aussi subir du côté des métiers plus manuels. Vous allez voir en fait que l'intelligence artificielle pourrait aussi prendre finalement le job de personnes qui font, je sais pas, des jobs de manutention ou des jobs plus physiques. Vous allez voir, c'est assez impressionnant et du coup ça me permettra de faire une transition tranquillement vers cette AI Act, la réglementation sur l'IA de l'Union européenne, et donc on va voir quels sont les impacts de cette réglementation sur nous les utilisateurs et sur aussi l'IA au sein de l'Union européenne. Est-ce qu'on va pouvoir continuer d'innover? Est-ce qu'on va pouvoir prendre des avantages compétitifs sur les États-Unis et la Chine notamment? Je suis assez dubitatif sur le sujet, mais on en reparlera juste après. Donc là, vous le voyez, le robot de Tesla Optimus qui est assez habile, qui peut bouger les mains, qui peut bouger les bras, qui peut évoluer, qui peut sauter, qui peut marcher, qui peut prendre des œufs et les casser et les mettre dans un bol. Donc voilà, on est vraiment dans des mouvements qui sont minutieux et qui étaient encore impossibles il y a quelques mois maintenant. Et donc en fait, si vous vous intéressez un petit peu aux robots, en fait là c'est bien, c'est ce qu'on voit régulièrement sur la chaîne et c'est ce qui a vraiment bien buzzé en 2023, ce sont les IA génératives, mais néanmoins, voilà, si vous intégrez tous ces modèles ou toutes ces intelligences artificielles dans un robot, et bien entendu, les résultats sont assez incroyables. Donc là, vous avez une actualité qui revient notamment sur l'annonce du Tesla Bot, du robot de Tesla, et à cette occasion, Elon Musk est intervenu dans une interview dans laquelle il expliquait qu'on devait vraiment s'inquiéter de l'arrivée de ces robots humanoïdes puisque ça allait avoir un impact significatif sur notre société et que c'était la première fois dans l'ère humaine qu'il y aurait une innovation qui serait plus intelligente que les humains. Donc ça c'est un véritable sujet et donc il disait notamment que les robots humanoïdes allaient sans doute engendrer un avenir de l'intelligence artificielle qui serait une ère d'abondance avec un revenu universel élevé, puisque si demain les robots prennent nos emplois, il faudra peut-être que nous on ait quand même de l'argent pour continuer à vivre. Donc le revenu universel pourrait être une solution de ce côté-là, et il faudrait quand même qu'il soit élevé pour que les gens puissent faire des choses et puissent pourquoi pas s'intégrer dans des associations, etc. Bref, faire d'autres choses que de bosser comme on le fait aujourd'hui. Il faudrait vraiment réinventer notre vie sociale de ce côté-là, et il avertit donc dans cette interview que les robots humanoïdes pourraient chasser les humains. Donc c'est quelque chose vraiment à prendre avec sérieux et avec méfiance. Derrière, je vous ai retrouvé quelques petites vidéos du coup de robots pour vous montrer un petit peu où on en est aussi en cette fin d'année 2023. Donc il y a ce robot de Boston Dynamics, alors lui il a quelques mois voire même peut-être quelques années maintenant, donc vous l'avez sans doute déjà vu passer sur les réseaux sociaux. Donc c'est un robot qui a des mouvements assez intéressants. Boston Dynamics avait notamment fait des robots chiens qui ouvraient des portes, etc., ce qui avait quand même bien buzzé sur les réseaux sociaux. Donc voilà pour Boston Dynamics. Et donc derrière, pour avoir un petit peu plus de concret, je vous avais déjà montré ça sur la chaîne, donc c'était au printemps et cette vidéo avait déjà quelques mois maintenant, mais en fait vous avez ici un robot qui sait reprendre les émotions des humains sur son visage, donc la peur, la stupéfaction par exemple, vous allez le voir dans la vidéo qui défile pendant que je vous présente tout ça. Et en fait ce robot, il a intégré un modèle d'intelligence artificielle. Alors, je crois que c'était GPT 3.5 de mémoire, mais là peut-être que je dis une bêtise, il faudra regarder ça un petit peu pour vérifier si je dis pas n'importe quoi, sous l'influence notamment de la fièvre. Mais en tout cas ce qui est intéressant, c'est que le robot, voilà, avec ses expressions, il répond vraiment aux questions qui sont posées par les journalistes, et ça vraiment c'est bluffant. Quand j'avais vu ça, c'est assez incroyable. Donc je vous encourage à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Et puis derrière, pour illustrer vraiment ce que je vous disais précédemment, c'est qu'en fait les robots ne sont pas seulement des robots qui vont pouvoir bouger, se déplacer, parler, ils vont aussi pouvoir réaliser des tâches ingrates comme notamment porter des choses lourdes, sauter aussi ou monter des petites hauteurs comme vous le voyez avec le robot sous les yeux. Et donc ça forcément les grosses entreprises sont déjà en train d'investir en recherche et développement sur ce genre de solutions. Et il y a notamment le robot Digit du côté d'Amazon, et les tests qui sont faits ici sont assez impressionnants, où le robot dans des dépôts d'Amazon va pouvoir prendre des caisses, va pouvoir gérer des commandes, va pouvoir faire tout simplement du travail
travail à la chaîne sur une chaîne de valeur du côté de chez Amazon. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Et donc ça, forcément, beaucoup de métiers qui vont être impactés par l'intelligence artificielle de cette manière-là n'ont même pas conscience que l'IA existe, hormis peut-être ChatGPT qui a bien buzzé cette année, mais ils savent même pas en quoi ça consiste. Et donc du coup, ils peuvent pas se préparer à la transformation qui va avoir lieu de ce côté-là. Donc c'est la raison sans doute pour laquelle Elon Musk, et c'est ma position à moi, je pense vraiment qu'il faut prendre au sérieux ces robots humanoïdes et qu'on devrait déjà faire preuve de pédagogie auprès des populations et les accompagner tranquillement vers une transformation de la société, ce qu'on ne fera sans doute pas en 2023, en 2024, en Europe et même dans le monde, j'ai envie de dire, mais voilà, ça me paraît essentiel. Et là, pour moi, on va droit dans le mur de ce côté-là. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et on pourrait même peut-être partir dans un scénario catastrophe où le robot de Tesla entrerait en guerre avec le robot chinois, comme vous le voyez juste ici, il s'appelle Kepler, et il est comme Optimus, le robot de Tesla, il a les mêmes capacités, et donc l'évolution est aussi en cours du côté de la Chine, et donc là vous le voyez, il mène des tâches vraiment très très basiques, comme déplacer des objets, les mettre dans des boîtes, etc. Et donc forcément, ça va être aussi à surveiller, la course à l'innovation du côté des robots humanoïdes et les impacts que tout ça aura sur notre géopolitique. Cette semaine, Sam Altman, le CEO d'OpenAI, a été nommé CEO of the Year par le Time, donc le CEO de l'année, une distinction de poids dans le monde. Et donc du coup, je vous mettrai le lien du Time juste ici parce que l'article, il est très très complet. Vous avez la couverture du Time juste ici, Sam Altman, je la trouve assez sympa. J'hésitais à la commander d'ailleurs pour la mettre en décor dans le studio YouTube que vous connaissez maintenant par cœur. Mais voilà, l'article est vraiment très très intéressant et dedans, on revient notamment sur l'interview que Sam Altman a pu faire au Time, a pu donner au Time, et il lui parle notamment de l'AGI, donc la super intelligence artificielle qui serait plus intelligente que n'importe quel humain, et lui il explique plutôt que ce serait une réelle opportunité, même si il y a fort nécessité à la cadrer, à la réglementer dès maintenant. Et vous allez voir que du coup OpenAI travaille aussi sur le sujet, car ils ont publié 2 papiers de recherche cette semaine qui sont hyper intéressants et que je vais vous partager. Le premier papier de recherche ici, donc Practices for Governing Agentic AI Systems. Mon accent anglais est déjà pas terrible quand je suis en forme, alors imaginez avec 39 de fièvre, c'est pas terrible, pardonnez-moi pour ça, mais grosso modo dans le papier que vous pouvez récupérer via cette page et qui est juste ici, on revient sur la problématique qu'on rencontre qui est liée aux agentic AI Systems, je vais le dire comme ça, ce sera plus simple, et grosso modo ces agentic AI Systems, eh bien ce sont des IA autonomes qui sont capables de définir leurs propres objectifs et d'apprendre sans l'intervention des humains. Et donc dans ce document, on revient sur tous les défis qu'on va devoir relever quand cette super intelligence artificielle va arriver. Donc moi, ce que j'ai fait pour pouvoir consulter ce document qui est vraiment complet, hein, vous le voyez juste ici, il y a plus de 20 pages, et bien je l'ai mis dans ChatGPT via GPT-4. Vous allez pouvoir le faire maintenant en vous abonnant à ChatGPT+, et j'ai demandé à GPT-4 de nous faire un résumé du coup de ce document. Donc il nous reprend le titre que je ne répéterai pas une nouvelle fois, et donc il dit que le document aborde les défis et les meilleures pratiques pour la gouvernance des systèmes d'IA agentique. Les systèmes d'IA agentique, eh bien ils sont caractérisés par leur capacité à poursuivre des objectifs de manière adaptable et autonome. Ils diffèrent des systèmes d'IA plus limités que nous connaissons aujourd'hui, même si l'IA devient de plus en plus autonome, on en parle régulièrement sur la chaîne. Il y a bien entendu des bénéfices à tout ça, puisque ça va améliorer l'efficacité des systèmes d'intelligence artificielle, ça va aussi permettre aux utilisateurs d'obtenir des résultats plus performants. Une IA qui est capable de réaliser des actions, de se tromper, de comprendre pourquoi elle s'est trompée et de du coup modifier la manière dont elle se comporte pour pouvoir atteindre un objectif que l'utilisateur a fixé, forcément ça garantit presque d'atteindre un objectif 100% du temps. Donc l'efficacité, elle est intéressante de ce côté-là, mais voilà,
voilà, derrière il va y avoir des impacts qui sont assez dangereux puisqu'on pourrait perdre le contrôle sur ces intelligences artificielles et on pourrait avoir un désalignement entre nos objectifs à nous et les objectifs que se fixerait l'intelligence artificielle. Donc c'est ce que le document explique juste ici de manière très très complète, et du coup la solution qu'est en train d'expérimenter OpenAI de ce côté-là et qui va nous donner un deuxième papier ultra intéressant qui s'appelle Wake to Strong Generalization, et en fait ici ils partent du principe que aujourd'hui il est impossible de nous retrouver dans la situation dans laquelle on sera quand il y aura une super intelligence artificielle. Donc ils disent aujourd'hui on est encore supérieur aux IA, donc du coup on a le contrôle sur ces IA, et comment on pourrait faire pour se mettre dans une situation où on n'aurait plus le contrôle sur une IA super intelligente. Et eux sont partis du principe qu'en fait, ils pouvaient simuler cette situation en déléguant la supervision d'un modèle d'intelligence artificielle à un modèle inférieur. Je vais vous expliquer ça, vous allez voir, c'est très simple et c'est vraiment passionnant. Donc en fait vous avez ce visuel qui est assez impactant sous les yeux. Donc en fait dans l'innovation traditionnelle du machine learning, on a le superviseur, donc l'humain qui est plus intelligent, donc plus grand que l'étudiant qui est l'intelligence artificielle, et donc dans le cadre du super alignement, donc de la super intelligence artificielle, on aurait l'étudiant, donc l'intelligence artificielle qui serait plus intelligente, plus grande que le superviseur, l'humain, et donc ça poserait problème. Et donc pour comprendre quels pourraient être les enjeux et aussi comment l'humain pourrait derrière continuer d'entraîner cette super intelligence artificielle pour en garder le contrôle, ils ont trouvé cette analogie de dire pour le superviseur on va prendre un modèle d'intelligence artificielle moins intelligent, typiquement GPT-2 dans le cadre de la recherche, et pour l'étudiant on va prendre GPT-4 et on va voir comment se comporte GPT-4 en apprenant de GPT-2, et ça c'est vraiment passionnant. Et donc le résultat de ces travaux de recherche, c'est le suivant. En fait, ce qu'a fait OpenAI de la manière la plus simple possible, c'est qu'ils ont pris 4 scénarios. Donc le scénario GPT-2, ils ont entre guillemets fait passer les tests à GPT-2 pour obtenir un niveau de performance. Ils ont fait passer les tests à GPT-4 tel qu'il est aujourd'hui, donc c'est le scénario Strong Ceiling que vous avez juste ici, et enfin ils ont pris 2 autres scénarios alternatifs. Donc le scénario vert ici, Naive Fine Tuning, que vous avez juste ici, c'est le scénario dans lequel GPT-4 apprend directement de GPT-2 sans aucune intervention, de la manière la plus simple, la plus naïve possible, donc en recopiant les comportements de GPT-2, et donc vous voyez qu'il obtient un niveau de réponse équivalent en termes de performance entre GPT 2.5 et GPT 3, et avec leur méthode Wake to Strong Generalization, ils obtiennent un niveau de performance équivalent entre GPT-3 et GPT 3.5, donc la barre violette que vous avez juste ici. Donc avec cette méthode, on pourrait envisager à terme de continuer d'entraîner une super intelligence artificielle. Et pour faire simple, parce que là la vidéo durerait des plombes, cette méthode elle consiste à faire apprendre à GPT-4 à partir de GPT-2 de manière très très graduelle, et à lui donner aussi des latitudes pour que GPT-4 puisse se dire ok, là GPT-2 j'ai l'impression qu'il raconte n'importe quoi, et donc je vais essayer moi avec ce que je connais, avec mon niveau de compétence à moi, de trouver une meilleure réponse. Et donc du coup il avance de cette manière, mais il a quand même des réponses qui sont inférieures à ce qu'on obtient aujourd'hui avec GPT-4 tout court, entraîné de manière classique, j'allais dire. Sujet technique et complexe, pas forcément simple à traiter avec la grippe, et donc du coup on va partir sur 2 news simples avant d'aller parler de la réglementation de l'UE, l'AI Act, qui là aussi va être un énorme sujet. Donc j'ai trouvé cette petite news ce matin assez intéressante. Sur Instagram, vous aurez bientôt la possibilité de remplacer le fond d'une photo par n'importe quel autre fond. Donc vous le voyez ici, donc on a une personne qui se prend en selfie avec son mur de guitare derrière elle, elle aura simplement à cliquer sur un bouton, voilà, qui est juste ici en haut de l'écran, le petit bonhomme avec l'étoile juste ici, et vous pourrez modifier du coup, voilà, comme vous le voyez juste ici, le fond, et choisir le fond qui vous intéresse et partager l'image. Ça peut être intéressant, et je pense que c'est une fonctionnalité qui va plaire aux utilisateurs. Pour l'instant, cette fonctionnalité, ne la cherchez pas sur votre Insta, puisqu'elle n'est uniquement disponible que pour les utilisateurs américains de l'application, et ça sera la même chose juste ici pour Gemini
Gemini Pro, vous avez désormais la possibilité, si vous êtes développeur, de développer avec l'API Gemini Pro. Mais voilà, pour ce faire, vous allez devoir passer par le Google AI Studio et forcément, quand vous faites les tests en France, j'ai pas essayé avec un VPN, mais du coup, vous n'avez pas accès au Google AI Studio. Et pourquoi vous n'avez pas accès au Google AI Studio en France et pourquoi vous n'avez pas accès à certaines fonctionnalités des outils d'intelligence artificielle quand les États-Unis, par exemple, y ont accès? Eh bien, c'est tout simplement en raison notamment de l'AI Act. Donc, ça va me permettre de faire tranquillement la transition avec ce gros morceau que je souhaitais aborder dans la vidéo. Donc, l'AI Act, concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un texte de loi qui vise à réglementer, encadrer l'intelligence artificielle au sein de l'Union européenne. Cet AI Act, il a été dévoilé, publié en juin 2023. On en avait parlé sur la chaîne et il a été voté il y a quelques jours maintenant, donc vendredi dernier, une semaine avant l'enregistrement de cette vidéo, donc le 8 décembre, ce texte a été validé. Et donc comme vous le voyez ici sur la radio France Culture, qui est un média mainstream, qui n'est pas sensibilisé à l'intelligence artificielle, et bien pour France Culture, cet AI Act, c'est une bonne nouvelle. Donc ils expliquent pourquoi. En fait, ils expliquent que il était nécessaire finalement d'encadrer l'intelligence artificielle. Ça, on est d'accord et on en parle depuis le printemps sur la chaîne de cette nécessité. Mais une nécessité d'encadrer ne veut pas forcément dire encadrer n'importe comment. Et donc vous le voyez quand même, Radio France là-dessus est assez objectif, puisque derrière ils vont dire que ce texte, eh bien, il oublie la recherche. Et donc ça, vous allez voir, ça peut être problématique. Bref, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai étudié l'AI Act, alors dans la mesure du possible, mais dans son intégralité, en fait, en allant sur l'URL qui est juste ici et que je vous partagerai en lien dans la description, vous pouvez récupérer les contenus de l'AI Act, donc la réglementation finale, définitive, officielle, dans n'importe quelle langue, comme vous le voyez juste ici, dans n'importe quel format, PDF, doc ou HTML. Donc vous pourrez regarder ça tranquillement. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré donc les documents juste ici, donc l'AI Act à proprement parler, que vous avez sous les yeux. Donc il est ultra complet, hein. Vous le verrez, voilà, texte de loi qui fait, là je vais aller voir ça tranquillement, mais qui fait plus d'une centaine de pages, voilà, 119 pages pour être précis. Et donc derrière vous avez encore un volet annexe qui est présenté juste là. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la technique que je vous présente dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, dans laquelle je vais utiliser l'API GPT-4 Turbo pour créer un chatbot expert de l'AI Act. Et ça, vous allez voir, forcément, c'est ultra intéressant. La méthode, elle est ultra simple. Je vous montre précisément comment faire dans cette vidéo. Et donc, moi, je l'ai d'ores et déjà fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai partagé toute la réglementation de l'AI Act avec mon chatbot que j'ai créé juste ici. Et du coup, ça me permet de lui poser toutes sortes de questions pour comprendre ce qu'il y a dans le texte et surtout quels vont être les impacts de ce texte dans l'univers de l'intelligence artificielle. Et donc, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai demandé à mon chatbot de me faire un résumé rapide des raisons qui ont incité l'Union européenne à travailler sur l'AI Act. Et donc là, c'est évident, on l'avait tous en tête, mais l'AI Act, il a été travaillé pour encadrer l'intelligence artificielle et pour surtout protéger du coup l'Union européenne et les habitants de l'Union européenne. Ils prennent notamment l'exemple de la reconnaissance faciale en expliquant qu'aujourd'hui la reconnaissance faciale, c'est pas forcément un danger, mais demain si elle est utilisée dans des caméras un peu partout, qu'elle est utilisée sur des réseaux sociaux par exemple, eh bien ça pourrait vraiment entraver la vie privée et la protection des utilisateurs. Donc voilà, c'est un des exemples qu'ils prennent pour justifier notamment la réglementation AI Act. Et donc en fait, l'Union européenne ensuite explique qu'elle s'est basée sur une approche fondée justement sur l'identification et la gestion des risques. Et vous allez voir, c'est vraiment le fil conducteur de l'AI Act juste derrière. Et pour en finir avec ce point, vous le voyez juste ici, les préoccupations majeures de l'UE envers l'IA, eh bien ça inclut le potentiel abus pour des pratiques de manipulation, d'exploitation et de contrôle social, ce qui serait contraire aux valeurs de l'Union européenne. On parle notamment de dignité
dignité humaine, de liberté, d'égalité, de démocratie, d'état de droit et de droits fondamentaux, incluant la non-discrimination, la protection des données, la vie privée et les droits de l'enfant. Donc voilà pour les raisons qui ont poussé l'UE à travailler sur l'AI Act. Les raisons, elles sont légitimes, c'est essentiel d'encadrer l'intelligence artificielle et c'est une bonne chose que ce soit l'Union européenne qui soit la première institution à travailler sur le sujet, mais voilà, les décisions qui sont prises, ça pourrait avoir des impacts quand même assez négatifs sur l'innovation en Europe et même sur la transition de notre société vers l'intelligence artificielle. Vous allez voir, on en parle juste après. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon chatbot quelles sont les grandes décisions qui ont été prises concrètement dans cette AI Act. Il nous explique que les grandes décisions qui ont été prises visent à créer un ensemble d'exigences spécifiques pour les systèmes d'intelligence artificielle et des obligations pour tous les participants à la chaîne de valeur, donc toutes les personnes, tous les acteurs qui pourraient intervenir dans le développement, l'innovation et la mise en production de systèmes d'intelligence artificielle, que tout ça aussi vise à assurer la sécurité juridique pour stimuler les investissements et l'innovation dans le domaine de l'IA. Ça viserait aussi à renforcer la gouvernance et l'application effective de la législation et enfin faciliter le développement d'un marché unique pour des applications d'IA légales. Donc en fait ce que veut faire l'Union européenne, c'est que elle veut fédérer vraiment l'intégralité des pays de l'UE autour de l'innovation de l'IA. Donc ça peut être très intéressant pour faire face notamment aux États-Unis ou à la Chine. Si voilà, la France se lance toute seule dans l'innovation IA, ça va être très compliqué de rivaliser avec les US ou encore la Chine. Et même si Londres, enfin le Royaume-Uni se lance seul de son côté, ça risque d'être très compliqué, malgré que ce soit peut-être la tendance actuellement. On pourra en reparler prochainement sur la chaîne si j'ai des actus plus concrètes à ce sujet. Vous le sentez peut-être, j'ai ma voix qui commence à partir en vrille, donc je vais essayer de traiter le plus rapidement possible les informations qu'il me reste à vous partager. Concrètement, ce que j'ai fait derrière, c'est que j'ai demandé à mon chatbot d'être plus concret lui aussi dans ses réponses et du coup de me dire maintenant quelles étaient les exigences que les acteurs de l'IA devraient relever pour pouvoir travailler finalement sur leurs solutions. Et donc en fait ce qu'il m'explique derrière, c'est que les acteurs de l'intelligence artificielle vont devoir travailler un système de gestion des risques qui devra donc être établi, mis en œuvre et qu'il devra être documenté, maintenu à jour, y compris à travers un processus itératif continu qui suit le cycle de vie entier du système d'IA à haut risque. Et donc le système de gestion des risques devra comprendre les éléments suivants, donc l'identification et l'analyse des risques connus et prévisibles, l'estimation et l'évaluation des risques susceptibles d'apparaître lorsque le système d'IA est utilisé conformément à sa destination, l'évaluation des risques basés sur les données de surveillance après commercialisation et enfin l'adoption de mesures appropriées pour gérer les risques. Il conviendra d'éliminer ou de réduire les risques autant que possible, mettre en œuvre des mesures adéquates d'atténuation et de contrôle des risques et enfin fournir des informations et si nécessaire une formation adéquate aux utilisateurs. Et donc pour finir sur cette AI Act, moi ce que j'ai demandé à mon chatbot, c'est quels allaient être du coup les impacts positifs pour les acteurs de l'IA dans l'Union européenne, les impacts négatifs aussi de ce texte pour ces acteurs de l'IA et enfin quels allaient être aussi les impacts de cette AI Act pour les acteurs de l'IA qui ne sont pas dans l'Union européenne. Et c'est ça qui est ultra intéressant et vous allez avoir une image concrète, assez détaillée de ce que va être le paysage de l'IA maintenant que cette AI Act va entrer du coup en vigueur. Et donc ce qui va être bien avec cette AI Act, c'est différents points. Déjà on va pouvoir avoir une confiance, voilà, on va avoir un renforcement de la confiance des utilisateurs dans les systèmes d'intelligence artificielle européens, j'ai envie de dire. Mais en fait ce que l'AI Act ne prend pas en compte, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une conduite du changement à mener auprès de la population, une partie sensibilisation, une partie formation, une partie accompagnement dans cette transition de l'IA, et que même s'il y a AI Act, si les populations ne sont pas sensibilisées, en fait, elles auront peur du changement comme pour n'importe quelle innovation profonde, et donc du coup, cette confiance des utilisateurs, elle n'est pas du tout garantie avec cette AI Act. Oui, en théorie, si forcément les acteurs de l'intelligence artificielle européenne arrivent à proposer des solutions d'IA qui répondent à
toutes les exigences du coup de l'AI Act, oui, les utilisateurs dans les faits pourraient avoir confiance dans cette IA, mais en fait dans leur esprit aujourd'hui, l'IA, ça peut être le robot qu'on a vu tout à l'heure, ça peut être des films de science-fiction. La majorité des populations n'est pas du tout consciente des potentiels et des impacts de l'intelligence artificielle, et s'il n'y a pas de pédagogie de ce côté-là, il n'y a pas de campagne de sensibilisation, la confiance, elle ne sera jamais en rendez-vous. On aura une création d'un marché unique pour l'IA facilitant le développement et la commercialisation à l'échelle de l'Union européenne. Ça, effectivement, c'est un point positif. On aura une sécurité juridique accrue pour les fournisseurs d'IA, permettant une planification plus fiable des investissements et des innovations. Un avantage ou désavantage compétitif grâce à des normes élevées qui pourraient devenir des références mondiales. Là, c'est pareil. En théorie, oui, je suis d'accord, c'est un avantage. C'est-à-dire que si demain, on a l'AI Act vraiment qui permet d'avoir des solutions ultra performantes, ultra sécurisées, l'AI Act deviendra presque un label et donc du coup, les solutions d'intelligence artificielle européenne pourraient avoir un niveau de qualité perçu qui serait très très élevé. Mais là aussi, ça oublie un petit peu la problématique du terrain. C'est qu'aujourd'hui, les utilisateurs, ce qu'ils regardent, c'est comment l'IA répond à leurs besoins, quelles sont les performances des modèles d'IA qu'ils utilisent, et ils vont sélectionner les modèles d'IA en fonction des tâches qu'ils ont à réaliser, en fonction du temps qu'ils doivent allouer à ces tâches avec les modèles d'IA, en fonction des performances et des qualités de réponse qu'ils obtiennent, et je suis pas certain que demain, ils feront attention à ce label AI Act. En fait, c'est vraiment les performances qu'ils auront concrètement sur leurs outils qui leur permettra de choisir la solution la plus compétitive. Et là, j'ai envie directement de coupler ce point avec un impact négatif qu'a identifié mon chatbot juste ici, donc les retards éventuels dans la mise sur le marché des produits dus au processus de conformité nécessaire. C'est qu'en fait là, on va avoir un vrai problème. C'est que si demain les acteurs de l'IA en Europe ont besoin de passer des mois, voire des années pour rendre conforme leur solution d'intelligence artificielle à l'AI Act, pendant que d'autres acteurs dans le monde travaillent des modèles toujours plus évolués, GPT-4, GPT-4.5, GPT-5, GPT-6, etc., etc., eux, entre guillemets, sortiront leur GPT-4 quand OpenAI sortira son GPT-6. Il y aura un problème ici, on aura toujours un temps de retard de ce côté-là, donc ouais, l'impact négatif, il est vraiment à avoir en tête juste ici. Autre impact négatif de cette AI Act, ça pourrait être des coûts additionnels potentiels. Pour se conformer à ces exigences, eh bien, il faudra sans doute investir, avoir des investissements supplémentaires que d'autres acteurs n'ont pas aujourd'hui, et donc ça aura un impact forcément sur le prix pour l'utilisateur et sur la rentabilité des entreprises qui proposeront leurs solutions. Et donc pour finir, l'impact négatif à avoir en tête, et c'est ce qui me fait peur avec cette AI Act du côté de la recherche et de l'innovation en Europe, c'est qu'on pourrait avoir un découragement potentiel de l'innovation en raison des réglementations perçues comme contraignantes. Et ça, c'est le réel problème. Si vous entreprenez en France, vous savez forcément de quoi on parle quand on parle de contraintes dans l'entrepreneuriat. Voilà, si c'est difficile d'innover, en fait, on laisse tomber, ou alors on part innover ailleurs, comme a pu le faire notamment Hugging Face, dont nous avons parlé régulièrement sur la chaîne, qui ont quand même maintenant leurs équipes en France. Mais voilà, c'était aussi parti aux US pendant un temps. Donc des coûts additionnels, des retards éventuels dans les solutions, et donc ça va être un vrai problème de compétitivité à mon sens, et aussi un découragement potentiel qui pourrait faire fuir finalement les cerveaux de l'IA vers d'autres contrées pour innover plus facilement et surtout plus rapidement. Et donc quels vont être les impacts pour les acteurs de l'IA qui seront en dehors de l'Union européenne, donc concrètement les Google, les OpenAI et consorts? Eh bien, si ces acteurs souhaitent entrer sur le marché de l'UE, ils devront se conformer aux mêmes exigences que les acteurs européens, et donc là, on peut se poser la question, si demain OpenAI a son GPT-5, mais que GPT-5 n'est pas conforme du coup à l'AI Act, et qu'il fonctionne très très bien, et que pour des raisons de ressources, en plus leur marché n'a pas besoin d'être trop important, parce que sinon ils ne pourront pas satisfaire tout le monde, est-ce qu'ils viendront en Europe?
est-ce que demain on pourra utiliser ce genre de solution? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui Google Bard n'a pas toutes les fonctionnalités en Europe. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'outils d'intelligence artificielle qui sortent, par exemple Grok AI qu'on a abordé sur la chaîne, n'est pas disponible en Europe parce que c'est trop contraignant et donc pour l'instant, eh bien, on va être sur d'autres marchés. On va pas se prendre la tête sur l'aspect législatif. On est en mode itération, on est en mode bêta, on est en mode innovation. C'est le cœur de notre problème aujourd'hui. On n'est pas sur la réglementation et ça va être un vrai problème. Je pense que demain, on pourrait, nous, en tant qu'Européens, être privés de certains outils, de certaines innovations, ou en tout cas les avoir plus tard que les autres en raison de cet AI Act, en raison de ces protections aussi qui garantissent nos sécurités, mais du coup on pourrait prendre un train de retard aussi sur l'acquisition des compétences liées à l'intelligence artificielle et donc être moins compétitif que d'autres contrées, donc les États-Unis notamment, ou encore la Chine. Ce qui serait top, alors, eh bien, c'est ce que nous dit juste ici mon chatbot, c'est que derrière, ce qui pourrait se passer, c'est que on ait une possibilité, enfin que les autres acteurs de l'intelligence artificielle soient inspirés ou contraints d'adopter des pratiques similaires du coup pour encadrer l'intelligence artificielle et qu'ils travaillent eux aussi leur AI Act. Mais là on sait tout de suite comment ça va se passer. Si on prend le cadre de la réglementation de la RGPD que vous avez sans doute déjà vu, lu ou entendu quelque part, qui est censé garantir la protection de notre vie privée et de nos données sur Internet, la RGPD aujourd'hui elle est contraignante en Europe mais pas aux États-Unis, et du coup les États-Unis ils n'ont pas du tout fait leur RGPD à eux, ils continuent d'innover de leur côté, et nous, notamment d'un point de vue marketing digital, on est en train de prendre des retards comme jamais. D'un point de vue prospection, c'est plus compliqué de prospecter en Europe qu'aux États-Unis, donc d'un point de vue génération de business, c'est plus compliqué aussi en Europe qu'aux États-Unis, etc., etc. Et la RGPD, elle a des points positifs, mais on s'est tiré aussi une belle balle dans le pied à mon sens de ce côté-là, et là j'ai l'impression qu'on recommet la même erreur avec cette AI Act. Donc voilà, sujet très très complet, je suis pas non plus dans les meilleures dispositions pour le traiter, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si j'ai été clair, vous pourrez me le dire. Si je l'ai pas été, n'hésitez pas à me le dire aussi. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Si je vois que vous avez beaucoup de questions, je ferai une vidéo dédiée vraiment sur l'AI Act. Voilà, je suis arrivé au bout de cette vidéo, j'en étais pas sûr, je suis un peu essoufflé, vous l'entendez peut-être. Maintenant je vais pouvoir retrouver mon lit après la mise en ligne de celle-ci. J'espère que tout va bien de votre côté. Je vous dis moi à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors je sais pas quand elle arrivera, mais elle arrivera sans doute très bientôt, avec des astuces, des démos, des actus, des outils, des tutos, bref, tout ce que je peux vous partager pour vous faire profiter des opportunités que l'IA génère. Et dans cette vidéo, j'ai plus tous les souvenirs en tête, mais on en a sans doute vu pas mal. Allez, c'était Ludo, maintenant dodo, à très bientôt. Ciao.